Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas une critique, qui n'est pas une analyse, c'est une interview sortie du placard, un fond de tiroir qui date de été 2013. Je l'avais fait pour quelqu'un qui voulait faire des portraits de personnes sur hooper.fr, mais ça s'est un peu perdu et l'interview dans les méandres de YouTube. Interview que j'ai repêché et je vous en ai fourni un condensé. L'interview de base, je crois, faisait 45 minutes. Là, vous aurez à peu près une vingtaine de minutes. Elle a été réalisée par Axel Loss sur hooper.fr, bien entendu. Je vous ai gardé le meilleur pour moi. Il y a pas mal de choses à revoir sur ce que je dis, donc c'est pour ça que j'ai pas mal coupé, mais ça reste assez sympathique. Ce qui est un petit peu moins sympathique, c'est la qualité du son, puisque c'était une conversation Skype avec le micro-casque un peu pourri que j'ai. Donc si ça vous gêne, vous attendez la critique de Birdman la semaine prochaine, peut-être en courant de la semaine prochaine, et si ça vous gêne pas, je vous en prie, écoutez ça. Non, mais c'était surtout pour essayer pour moi-même d'archiver des propos que j'ai tenus plutôt que les laisser tomber dans l'oubli, histoire d'être complet. Si le son mauvais ne vous dérange pas, allez-y, regardez cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour la critique de Birdman et pour les prochaines parties de la FAQ. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc sinon, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes hobbies dans la vie? C'est presque ça le problème, c'est que le cinéma prend tellement de temps que je n'ai quasiment, voire même aucun hobby autre que le cinéma. Donc c'est quelque chose qui prend vraiment toute ma vie. Je ne vis que pour ça. Et je suis venu à Paris pour ça. Et Dieu sait que c'est compliqué, logement, argent, le refaire des liens sociaux, recréer un réseau. Je le fais parce que j'aime ça, que j'aime le cinéma et j'aime monter. Et ça, je n'ai pas d'activité en dehors de ça. C'est très fermé comme ça prend énormément de temps le montage. Ça prend énormément de temps. Moi, je suis très content d'avoir la possibilité de faire une école et moi, je n'ai pas d'autre hobby que ça. Alors, c'est parti pour parler de cinéma. Donc, selon toi, quel est le point le plus important dans le cinéma? La réalisation ou le scénario? Alors moi, je vais être en montage, donc ça m'arrange pas cette question. non, je te réponds. Next, tu sais. Le scénario, on a déjà tout fait. Ce ne sont que des redites, des réutilisations, sous camouflage, bien sûr, de pseudo-intrigues. Les conflits sont les mêmes, les résolutions le sont également. Il n'y a plus rien qui peut se créer dans les histoires. Il y a des archétypes mais qui reviennent sous d'autres formes. Donc créer des histoires, c'est créer des scénarios, créer des dialogues. On tourne un peu en rond. On tourne habilement en rond au scénario. Pour moi, c'est la réal. C'est une affaire de cadrage, c'est une affaire de rythme. Et sachant que la réalisation, ça englobe aussi la post-production. Parce que la réalisation, la post-production, on peut dire que c'est l'aboutissement de la réalisation. Oui mais non, parce que la post-production ne sera pas forcément aux mains du réalisateur. On est bien d'accord. Si tu veux, je pense que sans post-production, la réalisation est un peu plus difficile. Ça, on peut faire le même type de remarque pour les trois parties en fonction des trois autres. Donc moi je distingue vraiment les trois grandes parties et pas la post-prod qui est dans la réalisation. La réalisation, c'est le tournage. C'est tout ce qu'il y a de la pré-production hors scénario et le tournage. Et après la post-prod, c'est un univers complètement à part. C'est carrément des fois complètement déconnecté. Le monteur, il va pas au tournage pour voir ce qui se passe. Il doit avoir un regard frais. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment la réalisation qui peut nous sauver, on va dire, de certaines tendances dans notre cinéma français. Ça, c'est aussi un coup de gueule. Qui puisse nous sauver, de proposer vraiment des choses qui prennent aux tripes, Et pas seulement des choses qui sont basées sur un jeu d'acteurs. Moi, j'aime pas trop les acteurs. Je trouve que c'est un peu une plaie, parce qu'il faut gérer des caprices et tout ça. Ça, c'est un boulot de réalisation qui est aussi pénible. C'est le confort, la diplomatie et la mise en place des acteurs. Mais c'est vrai que moi, je prendrais plus de plaisir à faire de la réalisation. Parce que c'est pas le scénariste qui fait les plans et les mouvements de caméra et la composition de cadres et les acteurs. Il peut influer, mais
c'est pas lui qui le fait, c'est le réal et l'assistant réalisation. D'accord. Moi je dirais la réalisation. La réalisation. Je suis assez, étonnamment, je suis assez d'accord avec toi. Alors, question qu'on se pose souvent dans l'univers en ce moment du jeu vidéo, mes amis gamers, vous ne me contredirez pas. Boîte ou dématérialisé pour un film? Ça change. Sachant ce que je fais, je dois avoir tous les films tout de suite. Un peu égoïste aussi, on veut tout de suite aujourd'hui. Capitalisme. Voilà, capitalisme, corporatisme, enfin tout ce qu'on veut. Moi, je serais plutôt tendance à dire dématérialisé. Cependant, avoir une boîte et un DVD dedans, c'est quand même rassurant. C'est quelque chose de physique qu'on peut toucher. C'est sûr. Mais c'est pareil pour les jeux vidéo. Voilà, exactement. Moi, je serais aussi tendance à avoir quelque chose de physique que dématérialisé. Donc moi, j'oscille un peu entre les deux. D'accord. J'arrive pas à faire un choix clair. Tu préfères, enfin tu cherches entre ça prend moins de place. Entre tes valeurs, le côté pratique. Oui, voilà, mais c'est vrai que ça prend moins de place, mais en même temps, le côté physique, c'est rassurant parce que tu peux le toucher, tu peux l'embarquer. Il y a quelque chose de touché, de réel par rapport au dématérialisé qui c'est que des données binaires. Enfin, ça donne un peu le tournis des fois. On commence à vouloir tout de suite, et même si ces derniers temps j'ai l'impression que ça gueule un peu plus et que les gens veulent un peu plus de physique justement. Ensuite, tu préfères quoi toi? VHS, DVD ou Blu-ray? J'arrive pas à faire un choix clair. Alors explique-nous peut-être ta réflexion. Moi, je serais d'abord pour les cassettes parce que c'est le premier support qui se rapproche le plus. Voilà, qui se rapproche le plus pas du film original, mais les premières exploitations. En tout cas pour les avant qu'il y ait les DVD et tout ça. C'est la première fois que ça passe à la télé. On enregistre, voilà, comme ça on a la première sortie hors cinéma du film sur cassette. Le DVD, on trouve plein de choses avec le DVD, des films polonais, des trucs comme ça qui passent jamais et qu'on pourrait jamais avoir en cassette. Mais avec le DVD, on l'a. Il y a toujours des sous-titres anglais, on peut toujours s'arranger. Donc le DVD permet quand même d'avoir un sacré panel de films portés internet ou en grande surface. Et le Blu-ray, c'est pour le confort visuel et sonore. Que penses-tu de l'introduction du cinéma dans le jeu vidéo et comment tu pourrais nous la décrire? Question assez vague et très complète, hein. Là faut développer. Ne sois pas surpris si je vais un peu dans tous les sens, parce qu'il y a 3 niveaux qu'il faut voir. Il y a un niveau historique, un niveau esthétique et un niveau de la narration. Alors dis-nous en plus. Ça a toujours été le cas. Dès qu'il y avait le jeu vidéo, les films qui sortaient avaient droit à leur adaptation, qu'elle soit bien ou pas bien. Et puis à un moment, ça a commencé à se déplacer, à s'inverser. Ce sont les jeux vidéo qui ont commencé à influencer le cinéma. Et avec des films comme Street Fighter, Mortal Kombat. Qu'ils soient nanar ou non, le fait est là, le fait historique est là. Par exemple, je pense Est-ce que tu pourrais un peu plus nous parler des cinématiques et des codes cinématiques, des cutscenes de nos jours dans les jeux vidéo en rapport avec le cinéma? Il y a des trucs de fou. Même en 1998, Blizzard, quand il faisait ses cinématiques de StarCraft, c'était déjà une tuerie. C'était extrêmement cinématographique. Aujourd'hui, au niveau des plans de caméra, je suppose, etc. Oui, bien sûr. Et même que les personnes soient mal modélisées, on s'en foutait. C'était la bataille de l'Amérigo, c'était une cinématique dans StarCraft, c'était la campagne Zerg, c'était une tuerie. On avait peur, il y avait de l'ambiance, il y avait de l'action, c'était très très bien fait. Une cinématique référentielle qui citait Alien, entre autres. Aujourd'hui, on a l'animation qui s'est développée, les moteurs également. Et est-ce que tu pourrais in-game même? In-game, ouais. Des trucs de fou, jamais vu ça. Et est-ce que tu pourrais un peu plus nous en dire sur le rapport entre le cinéma et les cinématiques, peut-être les points équivalents qu'on retrouve dans ces deux milieux, dans le cinéma et dans le jeu vidéo d'aujourd'hui, de nos jours? On a les techniques de narration, les flashbacks. Max Payne est un merveilleux exemple, et le premier Max Payne il date déjà, et il était déjà plein de références, adopté un système de flashback. On a Max Payne en haut d'une tour, je crois bien, et après on va avoir tous les événements qui vont arriver à Max Payne en haut de cette tour. Ça c'est une technique quand même de narration qu'on a dans le cinéma. Au niveau même des cinématiques, on fonctionne toujours de la même façon, encore plus dans un jeu vidéo, l'identification au personnage, là on est en plein dedans, et on utilise tous les artifices non seulement et du jeu vidéo et de ce que le jeu vidéo a créé pour l'identification, et on l'allie aux cinématiques
avec ce que le cinéma a fait, et après ça donne des mélanges. La cinématique doit rester dans la continuité du gameplay. C'est pour ça que maintenant on fait des fois des transitions. On a la cinématique et puis on va avoir un plan, la caméra qui va commencer à se replacer pour donner l'angle de caméra qui va après déboucher au gameplay. Est-ce que tu pourrais en vitesse nous présenter, non en vitesse ou pas, nous présenter Cinefiles? Alors c'est une émission qui est dédiée au cinéma, qui contient des analyses de séquences de films, mais donc des films, j'entends par là également films d'animation, séries animées, cinématiques de jeux vidéo. Tout ce qui regroupe l'audiovisuel en fait. Voilà, tout ce qui regroupe une mise en scène qui rend compte de choses, de thématiques, d'une psychologie, des fois une façon dont on fait la promotion de certaines idées, des choses qui sont purement contemporaines, c'est-à-dire les nouvelles technologies, comment dans les films les nouvelles technologies sont montrées. Donc je brasse beaucoup d'informations, j'analyse beaucoup de choses assez diverses, j'analyse aussi des publicités. Donc c'est un travail qui me prend beaucoup de temps, parce que j'essaye quand même de faire quelque chose, une vidéo un minimum construite. Voilà, un minimum construite, donc bien sûr qui peut être longue, c'est en gros 20 minutes à chaque fois, plus ou moins. Donc oui, aussi un gros temps de montage pour 20 minutes. Oui, un gros temps de montage. Je mets souvent la séquence, si c'est une analyse de séquence, sans commentaire. D'abord, une première fois, pour que le spectateur puisse bien la regarder. Et après, je commence à analyser point par point, plan par plan, des fois même. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. J'essaie d'en fournir régulièrement. Là, j'en ai fait près de 70. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ce qui est quand même énorme pour des vidéos. Ce qui est quand même énorme pour des vidéos aussi construites, j'ai envie de dire. Sur le cinéma, parce que sur Internet, c'est extrêmement difficile de parler de cinéma en vidéo. Parce qu'il y a les copyrights. Les copyrights, qui sont très sévèrement surveillés par les différents moteurs, les différents scans. Combien de temps tu mets à peu près pour réaliser une vidéo de Cinefiles? Alors ça dépend. On va dire le cas classique, c'est-à-dire une analyse de séquence. Je dois la trouver dans la meilleure qualité qui soit, parce qu'après compression, recompression, je perds de la qualité, donc autant la prendre presque à la source. D'analyser en écrit. Je prends beaucoup de notes désormais. Au départ, je prenais quasiment aucune note, mais après j'ai été de plus en plus exigeant. Donc bien sûr après plein de notes. Des fois c'est des pages et des pages. L'enregistrement, le moment le plus délicat, parce que quand même, nous sommes ici dans une optique pédagogique, et je peux pas me permettre de parler d'un ton neutre, sans émotion et sans dynamisme. Je dois continuer à maintenir l'attention du spectateur, soit par un montage, soit par ma voix, et c'est ça le plus difficile. Je dois après passer au nettoyage du son, parce que des fois je parle pendant 50 minutes, 1h20, et après je dois faire une compression de tout ça. Donc je dois couper les petits problèmes audio, les analyses qui mènent nulle part. Tout à fait, moi aussi. C'est le moment le plus pénible pour moi. Mais après le montage vidéo avec l'audio, c'est le moment que j'adore le plus. Je dois même des fois me retenir de monter tellement je suis rapide et j'adore ça. Pour faire durer le plaisir, c'est un peu ça. Et après, quand la vidéo est terminée, je suis très content. Surtout des fois quand c'est des audios, que c'est une analyse que j'ai fait avec quelqu'un avec moi. Donc c'est une analyse en duo, c'est vraiment des trucs super bien. Je prends beaucoup de plaisir à monter. Donc des fois ça peut osciller. Après ça dépend, la prise de notes peut être énorme, mais ça peut des fois faire 2 bonnes semaines quoi. 2 bonnes semaines pour réaliser une vidéo. Pas un plein temps tous les jours, mais oui, ça dépend des prises de notes. Des fois je vais carrément à la bibliothèque, là c'est un peu extrême, mais je vais quand même des fois me renseigner assez loin dans les sources pour pas dire de la merde, parce que je deviens de plus en plus exigeant. Et des fois je fais des grosses analyses, et là je prends des mois pour écrire ce que je vais dire. Ton but avec Cinefiles? Alors au départ c'était pour
faire partager un peu ma connaissance, parce que c'est toujours agréable quand tu as plein de connaissances et que tu as envie de les faire partager, pas pour faire ton cacou, mais il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire tu as de la connaissance, tu as envie que les autres te disent « Oh, il a de la connaissance !» Mais bon, ça va quand même un peu plus loin. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'image. Il y a de l'image partout. C'est sûr, mais dans la publicité, dans tout. Moi, ça m'intéresserait de sensibiliser un peu le public, en quelque sorte, sur... Alors là, ça m'avait fait marrer. Qu'est-ce qu'une image? Ce serait un peu grossier de comme ça parler directement qu'est-ce qu'une image, mais de rendre le public sensible aux manipulations esthétiques, émotionnelles que subit le spectateur quand il est dans une scène, devant une scène, mais ça peut être un film, mais ça peut être aussi un slogan publicitaire, ça peut être une vidéo de propagande. Pourquoi il a cette émotion à ce moment-là? D'accord, il y a des effets de mise en scène, et ça... Expliquer un peu les ficelles du cinéma. Voilà, après c'est désillusionner le spectateur, désenchanter l'enchantement, et ça, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui ne regardent pas. Mais moi, ça m'intéresse quand même de montrer aux spectateurs que qu'est-ce qui fait que ils ressentent des choses. Et ça, c'est purement de la technique, des fois. C'est du jeu d'acteur, mais c'est également de la technique. Et ça m'intéresse d'en parler, en plus de déployer des notions culturelles, historiques, autour, même sociologiques, autour de ces films-là, pour proposer quelque chose de très complet, et j'allais dire de très sexy, oui, de très attirant pour l'internaute. C'est pour ça que je fais cette émission. Tu pourrais maintenant nous en dire peut-être un peu plus sur le futur, sur des concepts, peut-être en recherche et développement, je sais pas. Oui, en recherche et développement. Alors, souvent, mes recherches et développement, ils s'arrêtent à une simple chose, c'est que je veux un générique et je trouve pas d'idée. J'avais un projet, ça serait Kezako. Ce serait une toute petite chronique, un truc qui dure, on va dire, 5 minutes, sur une technique de cinéma. Ce serait, par exemple, qu'est-ce que le travelling compensé? Voilà. D'accord. Ça, c'est une technique de cinéma. C'est un zoom avant avec un travelling arrière. Ça provoque des sensations de malaise. Il y a beaucoup de films qui l'utilisent aujourd'hui. Et voilà, je voudrais parler de ça, de petites techniques, de petites choses comme ça dans le cinéma, des petits mots qu'on utilise dans le cinéma, mais que les gens comme ça qui ne sont pas là-dedans ne connaîtraient pas. Je voudrais faire une petite émission dessus. Mais j'ai pas de générique encore, donc c'est en fait la seule chose qui me retient. Mais bon, ça viendra. Je voudrais, mais ça c'est pas sûr parce qu'il me faut des partenaires solides et une technique que je n'ai pas encore. C'est faire un live sur le cinéma, carrément. Carrément. Ah ouais, carrément. Hein. Mais ouais, moi ça m'intéresserait de suivre des débats de cinéma, voire même de les mener. Donc pour revenir un peu sur ce que tu nous disais tout à l'heure, Kezako, c'est un truc qui m'intéresserait vachement parce que je suis assez passionné par le cinéma, mais à côté je n'ai pas le temps de regarder beaucoup de films ou même d'en regarder tout court ces derniers temps. Donc écoute, moi je suis totalement friand de ce genre de concept. Les petites émissions courtes, c'est ça aussi qui attire l'internaute, c'est les choses courtes et qui sont bien foutues. Et ce que je voudrais faire, c'est que ça soit sur YouTube. Parce que YouTube, il est quand même référencé. YouTube, c'est Google. Quand on cherche une vidéo sur Google, ça t'envoie pas sur Vimeo, là où il y a le gros de mon travail. Ça envoie sur YouTube. C'est pour ça que sur YouTube, j'ai une chaîne dans laquelle je mets des vidéos d'annonces qui renvoient à Vimeo. Mais le gros de mon travail n'est pas visible directement. C'est pour ça que ces petites chroniques de Kezako, je voudrais que ça soit dans les règles de l'art au niveau des copyrights et que ça soit postable sans problème sur YouTube. Et ça, c'est aussi une grande difficulté. Et il faut aussi que je travaille la vidéo pour éviter que ça n'arrive, qu'il y ait des problèmes. Ça, c'est avec les scans de YouTube. Pour toutes les personnes qui veulent faire des émissions sur le cinéma, c'est the big one problem. Les copyrights et le scanner. Ouais, ça, c'est vraiment la clé. Mais qu'on soit d'accord, ils ont tout à fait le droit d'avoir ce scanner-là. C'est sûr,
bah je pense que ce serait un peu une anarchie sur YouTube La foire, oui. s'il y avait pas ça. Bon bah écoute, Dot, c'était vraiment aussi pareil un énorme plaisir de parler cinéma avec toi ce matin. Ouais, ce matin, un plaisir partagé également.